Les avalanches ont encore tué dans les Alpes. L'imprudence des skieurs est cette fois en cause. François Sérac attaque vivement le programme commun. Le patronat veut replacer le débat électoral sur le plan économique. Le tiercé, pour gagner, il fallait jouer aujourd'hui le 12, le 4, le 17. Invité du journal, Jean Rochefort, César du meilleur acteur de l'année. Bonsoir, mais avant de développer tous ces titres, je dois vous signaler que dans la deuxième partie de ce journal, vers 20h15, nous vous présenterons un reportage un peu exceptionnel réalisé par Jacques Segui et Jean-Louis Saporito. Conséquence de l'énorme succès du livre et du feuilleton télévisé que vous pouvez voir d'ailleurs chaque semaine sur Antenne 2, Roots, Racines, les Noirs américains retournent en Afrique à la recherche de leurs origines. Et nos correspondants aux États-Unis ont fait avec eux ce retour aux sources, un document tout à fait étonnant. Premier titre donc, le mauvais temps et les avalanches en montagne. Pratiquement incroyable. Malgré les conseils de prudence répétés à longueur de journée par les responsables de la sécurité dans les stations de sport d'hiver et les villages des Alpes, des skieurs, inconscients, sont allés faire du hors-piste à Chamonix sur les pentes de l'aiguille du Midi. Résultat, tous les chamoniards l'avaient prédit, avalanche, bilan, 1 mort et 3 blessés de nationalité suisse. Voilà donc qui allonge la liste déjà bien longue des victimes de la neige de ces derniers jours. Toutes les radios, les journaux, les chaînes de télévision annonçaient hier que ces avalanches avaient tué 15 personnes vendredi et samedi dernier dans les Alpes du Nord. Aujourd'hui, malgré la diffusion de ces informations, une autre coulée de neige a emporté 6 hommes qui pratiquaient le ski sauvage à l'aiguille du Midi. Alors, comme d'habitude, les sauveteurs sont repartis. Ils ont dégagé un corps cet après-midi et retrouvé 5 survivants. Tout le monde pourtant savait à Chamonix, l'école de ski, le bureau des guides, les skieurs et la gendarmerie, que de nouvelles avalanches pouvaient partir à tout moment dans la vallée, où l'on dénombre 111 couloirs avalancheux, dont 30% seulement ont été vidangés. La préfecture de Haute-Savoie avait déconseillé la pratique du ski pendant le week-end. Certaines remontées mécaniques étaient fermées, mais voilà, le ski, la neige, c'est un peu comme le soleil et l'autoroute. On pense toujours que l'accident n'arrivera qu'aux autres. Il est arrivé aujourd'hui, comme hier, bêtement, en débarquant d'un téléphérique. Des victimes de nationalité suisse, à Chamonix, les Français sont relativement dociles. Ils observent les conseils de prudence. Les étrangers américains, japonais viennent en France pour faire du ski. Avalanche, connaît pas. Ce n'est pas leur problème. Non seulement au ski, mais en plus en dehors des pistes. Et c'est là l'une des principales imprudences. La mort blanche, elle, ne fait pas de distinction. Elle a frappé, elle frappera encore. On n'apprivoise pas la montagne, disent les vieux chamoignards. Les dents de la neige sont redoutables, elles mordent, et pourtant l'information circule dans les stations. On ne ferme pas les yeux quand l'or blanc se fâche. Là, il faut être extrêmement prudent, il ne faut pas sortir des pistes qui ont été damées, qui ne présentent aucun danger. Quand les conditions sont bonnes, on l'annonce toujours dans la station que que le hors-piste est sans danger, mais quand on n'a pas annoncé cette information, aussi longtemps, les gens ne devraient pas sortir des pistes. La montagne a été aménagée dans de nombreuses stations pour bloquer la neige. Des cartes d'avalanche existent dans les mairies. Elles couvrent les 70 principales stations de ski françaises et donnent toutes les précisions relatives à la position des coulées de neige, leur déclenchement habituel, leur trajet, leur fréquence, mais ces cartes, et c'est bien dommage, sont confidentielles. Elles ne peuvent être consultées par le public. Alors, il faut s'informer, comme avant de prendre la route pour ne pas se faire piéger. La montagne présente des dangers, son manteau neigeux est instable en période de redoux, comme c'est le cas en ce moment, et l'avalanche est au détour du chemin. Durant l'hiver 75-76, qui fut une rude saison, 50 avalanches ont emporté en France 191 personnes, 60 ont été ensevelies, 41 tuées et 42 blessés. La saison 77-78 sera moins meurtrière si les conseils de prudence sont observés. La neige est attirante, mais la montagne dangereuse. Voyons maintenant les prévisions météo pour demain lundi. Elles ne sont pas très rassurantes pour la montagne. Il va encore neiger sur les Alpes, le Jura et le nord-est de la France. Il y aura de la pluie ailleurs et des gelées dans la matinée.
L'après-midi, le temps hésitera entre des averses de pluie ou de neige des Ardennes aux Alpes du Nord et des éclaircies. Demain soir, de toute façon, il pleuvra près des côtes de la Manche. À chaque week-end, ou presque, la parution des hebdomadaires et la publication de sondages. Quelques surprises dans celui révélé par Le Point à propos du vote des couples. Exemple, en politique, le mari et la femme ne se disent pas tout. Il y a seulement 64% des hommes et 66% des femmes qui connaissent le vote de leur conjoint. L'isoloir n'existe pas que le jour du scrutin, donc. Autre chiffre intéressant, dans 46% des couples, mari et femme ne votent pas de la même manière. C'est au Parti socialiste et au RPR qu'ils sont les plus unis. L'infidélité politique est la plus grande au Parti républicain. Autre sondage, celui publié par Le Matin. Demain, d'après une étude de l'Institut Louis Harris France, le quotidien affirme « Le Parti communiste ne peut plus objectivement se prévaloir du titre de parti de la classe ouvrière ». 33% des électeurs ouvriers ont l'intention de voter socialiste, 35% ont l'intention de voter communiste. Pas de sondage dans l'Express, mais une interview de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Notre objectif, dit le président du Parti radical, est d'aboutir à un groupe parlementaire pour l'UDF, l'Union pour la démocratie française, dans la prochaine Assemblée. Il faut donner à la réforme sa base parlementaire. Et puis dans l'actualité, il faut savoir également que l'on votait aujourd'hui à Issy-les-Moulineaux. Élection municipale partielle, le Conseil d'État ayant invalidé les derniers résultats. Kiki Caron, ancienne championne de natation, élue avec la liste majoritaire, n'habitait pas depuis suffisamment longtemps à Issy-les-Moulineaux. Sans doute les résultats de cette élection vers 23h35 dans le dernier journal d'Hervé Claude. À 5 semaines des élections législatives, même ralenti pendant le week-end, le débat électoral continue. Les menaces d'application du programme commun expliquent l'actuelle spéculation sur le franc, dit le ministre de la Culture, M. Dornano. Si l'opposition l'emportait, l'action internationale de la France serait paralysée. Même type d'argument employé aujourd'hui par M. François Sérac du CNPF, le patronat français. Il crie lui aussi haro sur le programme commun. Je lui reproche deux choses. D'abord, de vouloir instituer dans ce pays, directement ou indirectement, un gigantesque système de nationalisation. Soit par la nationalisation directe de centaines et de centaines d'entreprises, soit par la nationalisation indirecte à travers le monopole du crédit. Et je lui reproche une deuxième chose, c'est que ce système, une fois installé, nous mettra dans l'incapacité d'affronter des concurrents qui bénéficient d'une liberté totale pour leur stratégie, leur politique commerciale, leur prix, et nous serons, je le crains, j'en suis sûr, à bref délai, hors d'état, de maintenir notre place dans le monde. Nous serons contraints au repli sur l'Hexagone. Ce faisant, vous exprimez une préférence et les chefs d'entreprise que vous représentez prennent parti dans la campagne électorale. Nous nous gardons bien de prendre des positions de caractère politique. Quand même, votre prise de position est plutôt favorable à la majorité qu'à l'opposition. Non, elle est favorable à la liberté. Mais en intervenant aujourd'hui, est-ce que vous ne risquez pas de favoriser certaines réactions de panique et d'encourager en particulier certaines manœuvres contre le franc, par exemple? Je pense que certaines inquiétudes qui se sont manifestées au cours de ces derniers jours tiennent effectivement à l'idée que se font un certain nombre de Français ou d'étrangers, de ce que peut être la situation économique, sociale et politique de la France dans l'hypothèse où le programme commun serait appliqué. Mais en ce qui nous concerne, notre seule volonté, c'est d'éclairer les Français sur la portée réelle du programme commun. Réaction de M. Antoine Pinet, ancien ministre des Finances, après la démission du PDG de Manufrance hier. Le drame, c'est l'ingérence de la politique d'où qu'elle vienne, a-t-il dit. En substance, a déclaré M. Pinet, je me suis rendu compte à propos de Manufrance qu'entre M. Boulin, le ministre délégué aux Finances, et son entourage, on ne semblait pas d'accord sur les moyens à employer pour sauver Manufrance. À l'étranger, deux cessez-le-feu dans l'actualité de ce dimanche. L'un proposé par le Vietnam au Cambodge, avec début de négociations immédiates, pas de réponse de Phnom Penh pour l'instant. L'autre cessez-le-feu est effectif au Tchad depuis ce soir, on l'a appris il y a 1 heure en effet.
Un accord de paix vient d'être signé entre le gouvernement tchadien et le chef rebelle Hissène Habré. Vous savez que pour nous, l'amitié entre le peuple tchadien et le peuple français n'est pas un vain mot. Hissène Habré, en 1975, au moment de l'affaire Claustre, alors qu'il réclamait aide médicale et matériel militaire en échange de son otage. Hissène Habré, aujourd'hui âgé de 35 ans, ancien licencié en droit, ancien sous-préfet, était entré en révolte en 1971 à l'occasion d'une mission de conciliation auprès du chef historique de la rébellion tchadienne, Abbassidique. Entre les deux hommes, les relations vont peu à peu se dégrader et en 1976, Hissène Habré perd son rôle de leader. Depuis cette époque d'ailleurs, la rébellion tchadienne s'est divisée en plusieurs fractions rivales. On parle maintenant de 3 ou même 5 armées qui ne comptent parfois que quelques dizaines de combattants. L'accord de cessez-le-feu signé entre le chef de l'État, Félix Maloum, et Hissène Habré prévoit notamment une amnistie générale et la formation d'un gouvernement d'unité nationale. Cela dit, la portée de cet accord risque d'être limitée car Hissène Habré n'était plus qu'à la tête d'environ 300 hommes qui ont fait totalement sécession avec le reste de la rébellion. D'autre part, cet accord ne devrait avoir aucune conséquence sur le sort des 2 otages récemment enlevés et actuellement aux mains d'une bande qui n'a, semble-t-il, aucun rapport avec la rébellion organisée. La rencontre Jimmy Carter-Anwar el-Sadat, toujours aucune précision sur ces entretiens tenus à Camp David dans la résidence présidentielle américaine, loin des oreilles indiscrètes et des journalistes. Hier, cependant, le président égyptien a obtenu l'appui officiel d'une puissance non négligeable puisqu'il s'agit de la Chine populaire. En Israël aujourd'hui, à l'issue du Conseil des ministres hebdomadaire, le gouvernement israélien a reconnu que les conversations militaires du Caire entre l'Égypte et Israël ont enregistré un net progrès. Pendant ce temps, à Alger, les chefs d'État arabes hostiles aux initiatives du président Sadat viennent de mettre au point un plan et des mesures pour contrecarrer l'action de l'Égypte. Ils demandent l'aide de l'Union soviétique, promettent d'aider en finance et en armement les Palestiniens et en appellent même aux Nations Unies pour faire condamner le président Sadat qui, d'après eux, n'a aucun mandat pour représenter le peuple palestinien. Quelques télégrammes rapides encore. Le rappel d'abord des principales informations sportives de la journée. Le Suédois Stenmark est devenu champion du monde de slalom spécial à Garmisch ce matin. L'Allemagne fédérale est devenue, elle, championne du monde de handball en battant l'Union soviétique cet après-midi. Changement dans l'équipe de France de rugby pour le prochain match contre l'Irlande le 18 février au Parc des Princes. Gourdon est remplacé par Bilbao de Saint-Jean-de-Luz. Et puis enfin le tiercé qui s'est couru à Vincennes cet après-midi. Voici d'ailleurs la fin de cette course du tiercé. Voici les résultats de tiercé, 12, 4, 17, et qui rapporte donc pour 5 francs, 10 905 francs, et dans un ordre différent, 789 francs 50. Honneur maintenant au César 78, ces récompenses décernées par la profession cinématographique aux meilleurs. Vous avez peut-être suivi sur Antenne 2 hier soir en direct la proclamation de ces Césars. Je vous rappelle les principaux lauréats. Le film Providence d'Alain Resnais, 7 Césars. Jacques Dufilot pour le meilleur second rôle, Marie Dubois pour le meilleur second rôle féminin, Simone Signoret, meilleure actrice 78, et Jean Rochefort, meilleur acteur, César 78. Bonsoir Jean Rochefort. Bonsoir. D'après vous, Jean Rochefort, à quoi sert un César? Ça sert surtout à parler du cinéma, à permettre aux téléspectateurs de voir la famille des gens de cinéma réunis dans une salle, de faire parler de nos films, et hier de parler un petit peu aussi de nos problèmes et de nos angoisses. Et puis, ça m'a fait, moi, très plaisir personnellement, et j'étais sensible au fait que les professionnels du cinéma me donnent ce César. Ça sert aussi à ça sert à plein de choses. Je trouve que cette initiative est très heureuse et très, très justifiée. Alors hier soir, c'était la fête, vous étiez heureux de recevoir cet Oscar, mais vous avez eu quand même une petite phrase amère. Alors là, je vous cite approximativement, vous avez dit « Je suis content que cette soirée soit retransmise en direct par Antenne 2, au moins un soir où il n'y aura pas de film. » Alors, voulez-vous développer un petit peu? Est-ce que la télévision est vraiment l'ennemi déterminé du cinéma? Je viens ici en tant que comédien de cinéma, c'est vrai, et aussi en tant qu'ancien comédien de télévision, parce que j'en ai fait beaucoup il y a 20 ans au moment du direct. J'ai une petite nostalgie, c'est vrai. Je voudrais qu'il passe, je ne parle pas seulement en mon nom, mais au nom de toute la profession. Je voudrais qu'il passe moins de films à la télévision pour que les gens reprennent le goût d'aller dans les salles, d'échanger leurs émotions dans des salles, de rire et de s'émouvoir, comme le font d'ailleurs les jeunes.
Il faudrait que les jeunes préfèrent aller dans les salles et voir les films dans les salles sur de grands écrans. Il faudrait que les gens moins jeunes prennent conscience de cela et aient envie de se retrouver à l'entracte avec les Esquimaux. Et puis aussi pour que la télévision, en même temps, se remette à exister. Je parle de la télévision de fiction, bien sûr, à laquelle j'ai participé. J'ai le souvenir, moi, il y a 20 ans, le cinéma, les salles de cinéma étaient inquiètes le mardi soir quand les dramatiques passaient. Parce qu'avec Shakespeare, avec Beaumarchais, avec Barma, Stelio, Lorenzi, les gens restaient chez eux pour participer à un spectacle, à une émission qui était en direct d'ailleurs à l'époque, et qui était faite dans l'enthousiasme, dans la joie et dans le plaisir. Il y avait là une création. C'était une époque où tous les comédiens participaient. Vous, par exemple, il y a 5 ans que vous n'avez pas fait de télévision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes trop cher pour la télévision? Non, non, ce n'est pas ça le problème. C'est parce que je ne peux pas travailler sans enthousiasme. Je ne peux pas travailler sans cet artisanat qui me stimule et me donne envie d'agir et me donne davantage d'imagination. Je trouve maintenant, ceci n'engage que moi, que cet enthousiasme, que cette joie de travailler a disparu à la télévision. Il faut qu'elle revienne, il faut que la télévision réexiste. Il ne faut plus qu'elle soit un appareil de projection pour les films. Alors, solution? Solution, changer une certaine façon de vivre, dire aux téléspectateurs qu'ils redeviennent des spectateurs qui se retrouvent dans leur salle de quartier, dans leur salle de province, qu'ils aient la joie de rediscuter entre eux, le plaisir de rediscuter entre eux sur un film, et puis aussi attendre de cela une autre télévision, une télévision de fiction qui elle aussi va les passionner, qui elle aussi retrouvera ses vedettes, entre guillemets, ses passions et ses enthousiasmes. Merci Jean Rochefort. Pour terminer ce journal, donc, le reportage de Jacques Ségui et de Jean-Louis Saporito à propos de Roots, Racine. Ce livre et ce feuilleton télévisé, donc, diffusé sur Antenne 2 en ce moment, et qui a conquis l'Amérique il y a quelques mois. Histoire étonnante d'un universitaire noir américain, Alex Haley, qui a voulu savoir comment lui, noir américain, était venu de son pays d'origine, l'Afrique, il y a des dizaines et des dizaines d'années. Il a remonté la filière jusqu'aux racines, jusqu'aux sources. Nos correspondants aux États-Unis ont suivi des Noirs américains qui, à l'instar de l'auteur de Roots, voulaient retrouver leurs origines. Leurs ancêtres étaient partis d'Afrique sur des bateaux de négriers. Ils y reviennent, eux, à Dakar, en charter. Pendant une longue semaine, Roots, Racine, avait captivé l'Amérique. C'était en janvier 1977. Les Noirs américains prenaient conscience de leurs origines. Avec cette question éternelle, qui étaient-ils, d'où venaient-ils? Et c'est pourquoi, durant des semaines, on a vu des Noirs américains, s'entassant dans des avions charters, prendre le chemin de l'Afrique pour y retrouver leurs origines. La première escale est Dakar, au Sénégal, avant de remonter à la source, c'est-à-dire en Gambie, où l'écrivain Alex Haley, dans Racine, situe l'histoire de son ancêtre Kunta Kinte, qui sera déporté aux Amériques par les négriers. Et à Dakar, les descendants de Kunta Kinte, aujourd'hui américains, se retrouvent face aux Africains. Entre eux, première différence, le dollar. Devant le palais du président Senghor, que peut faire un Américain, sinon des photos? Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, partait ce jour-là pour l'Europe. À l'aéroport, l'accompagnaient ses Américains, noirs comme lui, venus à la rencontre de la négritude, avec ce dialogue. What is your name? John. John? Yes. Ah, yes. Il habite Brooklyn. Right, from America. New York. From New York. New York, I know coming New York. just especially to see you.
How do you do? Bonjour. Ah, Le you speak président, French. je suis américain. Ah, vous êtes de quel État? Très. Vous êtes de quel État? From what state? New York. New York? Brooklyn. Brooklyn. And you? New York. New York? How are you? From Brooklyn. From Brooklyn. From Brooklyn. Ah. From Brooklyn. From Brooklyn, New York. I'm Queens, New York. Ah, you are all from New York and That's right. Brooklyn. That's right. No, Queens, New York. Queens, from Brooklyn. New York. All This from is New my York. group. Ah, Yeah, bring we're all him. from New York, different sections of New York. Are you happy to be here in Senegal, in Africa? We're happy. We're having a good time. This is where our roots come from. Ah, yeah. We are one of you. I was very impressed. Les images du by the feuilleton first Racine ressemblent de façon étonnante à mon village, dit Senghor. Aujourd'hui encore, les Américains y retrouveront la même vie rurale et familiale. a very exact description of Negro African life in a small village. Polite, is not. You know, right? You know, right? You know it's not polite. You understand, isn't it? Okay. All right, Thank you have you very much. Nancy? I still think you're too young. No, you're too young. You are too young. You may be tall, but you are too young. Jean fille. I can't light it. I'm sorry. There's too much. No. He's too young. Oh, you're Jean fille. No. Why did you come here? Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous savez, c'est à cause de cette fameuse histoire de Roots, de Racine, très populaire aux États-Unis. Non, nous n'avons pas trouvé nos racines ici, car aujourd'hui, nous sommes tous américains. We're all Americans. Yeah, we're all Americans. Yeah, Born in America, you know. Well, you said you too. No, yeah, we were all born in America. Des Américains qui escaladent les tertres de la chrétienté, ignorant sans aucun doute qui, de l'Occident chrétien ou du monde musulman, fut à l'origine de ce marchandage qui transporta d'un continent à un autre des milliers d'hommes appelés esclaves. Les esclaves étaient réunis sur une petite île au large de Dakar. Le nom de l'île, Gorée. Aujourd'hui, centre de pèlerinage et de tourisme. No, but I hope to now learn where. They are in Gorée. Yeah. So I'm interested. Haley made me interested. Gorée fut une possession française, explique le guide aux touristes américains qui écoutent presque avec indifférence. Et c'est de cette petite île que des milliers d'hommes noirs allaient prendre le chemin des plantations américaines, en passant par ce qui s'appelle aujourd'hui la maison des esclaves. He discovered this island, and the situation is internationally ratified by the Treaty of Nimeg, and Gorée is French.
Yeah, she's making a meal or something. Yeah, she's extraction meal. 200 inhabitants, you had 118 slave sellers. Et l'île était le centre de transit le plus important de l'Ouest africain. And this was the most important slave trade center in all Africa. L'effectif dans cette maison variait entre 450 à 500 esclaves, hommes, femmes et enfants. One could find in this slave house prison 400 to 450 slaves. Okay? No, you have to stay there. Keep the front up. Mais c'est ici que l'Amérique noire va ressentir ses premières émotions. On ne s'attache qu'au folklore, dit ce pasteur anglican. On ne parle jamais des missionnaires qui, au nom de Dieu, ont colonisé l'Afrique. Not the missionaries. Missionaries are the ones who went back and told lies, how they were working with people, feeding them, clothing them, building schools. Yeah, when they putting them out the back door in ships. Dans la maison des esclaves visitée par les touristes américains reste un guide de bonne volonté, M. Ndiaye, qui essaye de reconstituer l'histoire. Vous aviez des bateaux qui faisaient 30 mètres de long, par exemple, et qui pouvaient contenir 450 à 500 esclaves. On les entassait. Et vous aviez des bateaux qui avaient des plafonds qui faisaient à peine 1 mètre. Donc ils ne pouvaient pas se tenir debout. Bien avant l'arrivée des Européens sur le continent africain, il y avait déjà la traite des Noirs, seulement au niveau des tribus. Et la traite des Noirs ne s'est justement intensifiée au niveau des Amériques qu'au moment de la découverte de la culture de la canne à sucre, du coton, du tabac. Les Arabes viennent en premier point. Les Arabes ont commencé depuis le XVIe siècle. J'ai reçu ici pas mal d'universitaires qui m'ont dit c'est bien beau d'accuser un petit peu les Européens, mais certaines fautes incombent à nos chefs de tribus, parce que sans vendeur, il n'y a jamais d'acquéreur, que nos chefs de tribu étaient vraiment complices. Je suis tout le temps embarrassé quand je reçois des visiteurs noirs américains. Non seulement je me sens proche d'eux, mais je me dis, toi qui parles devant eux, est-ce que parmi ces noirs américains, tu n'as pas qui sont de ta famille, par exemple, tes cousins lointains? Des fois, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Et au moment du départ, après 2 mois de séjour ici, c'est par ici. Ouais, c'est ça que j'appelle justement la porte du voyage sans retour. À partir de ce portail pour ces esclaves, c'était adieu l'Afrique. Il restait à franchir la dernière étape avec le voyage à Djoufouré, le village de Gambie, bande de terre coincée entre le Sénégal, où l'auteur de Racine situe l'histoire d'un Africain, Kunta Kinte, capturé et envoyé dans les bateaux des esclaves. C'est jour de fête aujourd'hui, dit le conteur du village, le griot. Et les Américains répondent, nous sommes de retour, nous sommes de retour, nous sommes des vôtres, enfin, nous sommes chez nous. Thank you. Thank you. Because it's been a pleasure even to the alkali himself, the head of the village, to see their people from the state coming to visit their ancestors. Today they will observe it as a public holiday. Keep well. We'll be back to see our brothers. You and Nous sommes I revenus. are brothers. We're all brothers and sisters.
amunta ko ntol fanan kontanta bake pour kana janne e ntol fanan ngani lungo muta comme tol la public holiday e amunta Oh, you want to start taking pictures, Et c'est seulement à l'occasion de ces dernières scènes exubérantes qu'Américains noirs de Brooklyn et Africains de Djoufouré auront eu le sentiment fugitif d'appartenir aux mêmes racines. Hervé Claude vous donne rendez-vous vers 23h35 pour le dernier journal d'Antenne 2. Je vous souhaite une très belle soirée.